Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les différents ordres en bourse. On va essayer de comprendre quels sont les ordres qu'on peut utiliser selon telle ou telle situation de marché. C'est une question qui revient assez régulièrement, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Avant de commencer, un gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis abonnez-vous, vous êtes nombreux à ne pas être abonnés, donc on est parti pour expliquer les différents ordres en bourse, en tout cas ceux que j'utilise majoritairement. On va commencer par l'ordre au marché, qui en anglais se dit market order. Et donc, finalement, passer un ordre au marché, ça équivaut à dire à son courtier simplement achète ou vend et sans fournir de détails bien spécifiques. Donc, en fait, on va acheter sans définir un prix, en se basant sur le prix établi par les contreparties qui vont être présentes au moment et à l'instant T. Alors, ça comporte des avantages, mais également des inconvénients. C'est un peu comme tous les ordres disponibles, un peu comme toutes les méthodologies, finalement, on a toujours des avantages et des inconvénients. L'avantage de l'ordre au marché, c'est que finalement, on est prioritaire par rapport à tous les types d'ordres qui puissent exister et on a une exécution qui va être garantie par le marché puisqu'on ne donne aucune condition de prix, de limite ou de plage, etc. Donc, ça c'est un gros avantage de l'ordre au marché, donc du market order, c'est qu'on a une garantie sur l'exécution, on va passer devant tout le monde. Ok ? Évidemment, on va le payer par éventuellement un slippage, un spread, etc., etc. Mais on a cette garantie qu'on va être exécuté avant tout le monde. Par contre, on ne contrôle pas le prix, c'est ce que je viens de vous dire. On a cette garantie d'arriver et d'être exécuté, mais par contre, on ne garantit pas le prix auquel on va être exécuté. Pas comme une plage de déclenchement, à cours limité, etc. Donc, ça peut poser problème, surtout sur les actifs qui sont peu liquides. Okay, les actifs illiquides, donc qui ont peu de volume, on peut être exécuté extrêmement haut ou extrêmement bas, avec parfois quelques pourcentages de variation par rapport au prix d'entrée à laquelle on voulait être exécuté. Donc ça peut poser des gros problèmes et ça va poser surtout un problème de money management, puisque si on exécutait 2% plus haut que notre prix souhaité, et bien évidemment, ça décale complètement la gestion du risque et votre stop loss. Donc le stop loss, il va être soit beaucoup plus éloigné que prévu, puisqu'on va rentrer beaucoup plus haut que prévu, et donc on va avoir un montant de perte qui soit beaucoup plus important que ce qui était convenu. Et sinon, on est obligé de maintenir un stop loss extrêmement large, plus large que prévu, pour garder un niveau d'invalidation sous un niveau de creux par exemple, et donc là on augmente la perte. Donc il faut faire attention à la liquidité et quand on achète au marché, parce que ça peut vraiment impacter notre point d'entrée et surtout notre gestion. Alors on va partir sur des exemples, des cas pratiques pour imager ces ordres au marché. C'est toujours simple de comprendre par la pratique plutôt que par la théorie. Donc, exemple numéro 1, vous souhaitez vendre 300 actions au marché. Vous êtes détenteur de 300 actions. Donc, pour liquider ces 300 actions, vous allez vous tourner vers des acheteurs, une offre acheteuse. Et la première offre acheteuse est située à 12 €. Vous pouvez vendre une partie de vos actions, mais pas la totalité. Pourquoi ? Parce que à 12 €, la contrepartie est d'uniquement 150 actions. Donc vous allez liquider 150 actions sur les 300 que vous possédez à 12 € et vous allez devoir aller chercher de l'offre acheteuse, des acheteurs plus bas, c'est-à-dire à 11,95 €. Okay, et à 11,95 €, il y a 250 contrats qui veulent être achetés. Vous allez liquider le reste de vos 300, c'est-à-dire les 150. Et vous avez vendu 150 à 12 €, 150 titres à 11,95 €, ce qui vous fait un PRU de 11,97 €. Okay, donc, c'est pas compliqué, il faut juste comprendre que ça dépend de la contrepartie. La contrepartie, c'est ce qui va vous permettre de liquider la totalité ou une partie des actions que vous avez en portefeuille si vous souhaitez faire une vente. A contrario, pour l'exemple numéro 2, vous souhaitez acheter 500 actions au marché. Donc, vous allez vous tourner vers ceux qui ont des titres, les vendeurs, puisque on ne va pas se tourner vers des acheteurs. Les acheteurs, c'est vous et moi. On essaye d'acheter 500 actions au marché. Donc, la première offre vendeuse se situe à 12,05 € ici. Et donc, on va
acheter une partie des 500 actions qu'on souhaite acheter. La contrepartie est uniquement de 150, donc on va acheter les 150 actions à 12,05 €. Derrière, si on veut continuer d'acheter 500 actions et qu'on a lancé un ordre au marché, on va être exécuté 250 actions à 12,10 € puisque la contrepartie est uniquement 250 actions. Ce qui fait qu'actuellement, vous avez acheté 400 actions. Il vous en manque une centaine. Donc, on va aller chercher une centaine d'actions à 12,15 €. Ça tombe bien, il y en a 500 qui sont disponibles à 12,15 €. Donc, nous, on va venir en acheter une centaine. Et vous avez bien acheté la totalité des 500 actions que vous souhaitiez acheter. Rien de compliqué. Alors, évidemment, il y a un PRU à faire, un prix de revient unitaire, puisque vous en avez acheté 150 à 12,05 €, 250 à 12,10 € et 100 à 12,15 €. Ce qui fait un PRU, alors je ne l'ai pas calculé, mais plus ou moins de 12,10 €. Ok ? Donc, c'est important de comprendre comment fonctionnent les ordres au marché pour savoir si vous allez être bien exécuté, pas bien exécuté. Tout dépend de la liquidité de l'actif sur lequel vous êtes, etc. Là, avec ces cas pratiques, vous comprenez, je pense, comment fonctionnent les ordres au marché. C'est toujours une question de contrepartie. Quand je souhaite vendre des actions, donc je suis détenteur d'actions, je vais voir les acheteurs. Quand je souhaite acheter des actions, j'ai pas d'actions, donc je vais chercher les vendeurs qui, eux, ont des actions en portefeuille. Voilà, rien de compliqué. Deuxième type d'ordre, l'ordre à seuil de déclenchement, qui se dit en anglais order stop. Alors c'est un ordre que j'utilise assez régulièrement, surtout quand on prend des cassures, parce que en fait ça implique la préconfiguration d'un point d'achat ou d'un point de vente, ok, pour un actif, un titre donné. En fait, ça veut tout simplement dire je m'abstiens d'acheter ou de vendre pour l'instant, mais dès que la valeur du titre atteint un certain niveau, soit à la hausse, soit à la baisse, eh ben, j'achèterai un nombre spécifique de titres. Donc, inversement, c'est je retiens mes ventes pour l'instant, mais dès que le marché atteint un certain seuil à la baisse, je vendrai une quantité déterminée de titres. Okay, donc, dès qu'un seuil est franchi, c'est à ce niveau-là et à ce moment-là qu'on va être actif et que l'ordre va se déclencher. Deux choses, ce type d'ordre permet aux investisseurs de réagir dans deux cas de figure. Un achat ou une vente en cassure, c'est ce que je vous disais, quand on achète des cassures, on peut utiliser souvent l'ordre à seuil de déclenchement pour rentrer en position, mais aussi et surtout, on va l'utiliser pour placer nos stop loss. Moi, j'utilise toujours l'ordre à seuil de déclenchement pour placer mes stop loss. Ok, ça me permet, dès qu'un niveau est touché, de dire ok, je liquide ma position, mon scénario est invalidé, je sors du marché. Avec ce type d'ordre, eh ben, vous devez comprendre qu'il est finalement invisible sur le carnet d'ordre, donc il n'y a pas d'influence sur le cours du titre. Par contre, dès que le titre va passer le seuil, c'est un ordre au marché qui va être déclenché. Okay, ça va être transmis au marché. Dès que l'ordre à seuil de déclenchement est franchi, à la hausse ou à la baisse, vous avez un ordre au marché qui est transmis. Okay, attention, les gaps peuvent poser problème avec ce type d'ordre, puisque quand le seuil de déclenchement est passé, soit par le prix, soit par un gap, l'ordre au marché est transmis. Donc quand vous avez un gap, vous ne serez pas exécuté au niveau du seuil de déclenchement que vous aviez préétabli, vous serez déclenché à l'ouverture dès qu'il va y avoir de la contrepartie au marché sur le gap. Et là, ça peut poser problème. Et c'est pour ça qu'on verra l'ordre à plage de déclenchement. C'est quasiment la même chose, sauf que vous mettez une plage, une limite à laquelle vous voulez être exécuté au maximum. Ça, c'est important de comprendre que l'ordre à seuil de déclenchement a ce petit défaut. S'il y a un gap, ça va considérer qu'on a franchi votre seuil et vous allez être déclenché, mais pas déclenché au niveau du seuil, déclenché au niveau d'ouverture et là où il y aura de la contrepartie. Bon, une fois que c'est dit, on va passer à la pratique, toujours plus intéressante et plus facile à comprendre. Dans l'exemple numéro 1 pour un ordre à seuil de déclenchement, vous souhaitez vendre 600 actions à un seuil de 11,90 €. Admettons, c'est votre stop loss, vous avez 600 actions achetées à 12,50, vous voulez mettre un stop loss à 11,90, donc vous voulez sortir du marché à 11,90, et ben vous allez vendre 500 actions à 11,90 puisque au marché vous aurez la contrepartie à 11,90 qui sera seulement de 500 titres. Donc quand l'ordre va être transmis au marché, vous allez liquider 500 titres à 11,90, mais par contre vous allez devoir aller chercher de l'offre acheteuse à 11,85 € pour
les derniers 100 titres qui vous restent, ce qui fait que entre 11,90 et 11,85, vous avez liquidé vos 600 titres. Tout dépend, encore une fois, de la contrepartie, puisque c'est un ordre au marché, c'est ce qu'on a vu juste avant. Le seuil est uniquement là pour dire, ok, à partir de ce seuil-là, j'achète ou je vends au marché. Derrière, ça dépend de la contrepartie au carnet. Okay, et donc, au carnet, vous avez 500 actions à 11,90 et 700 actions à 11,85, ce qui fait que vous vendez les 500 premières à 11,90 et les 100 qui vous restent à 11,85. Et donc, vous avez un prix de revient unitaire peut-être de 11,89, 11,88. Okay, donc ça, c'est l'ordre à seuil de déclenchement pour la vente. Mais ça marche aussi à l'achat. Vous souhaitez, exemple numéro 2, vous souhaitez acheter 700 actions à un seuil de 12,15 €. Donc, dès que le prix franchit les 12,15 €, vous avez un ordre qui est transmis au marché. Un ordre au marché qui est transmis. Okay, et donc, vous êtes acheteur de 700 actions. Malheureusement, à 12,15 €, vous n'en avez que 500 qui sont disponibles. Vous achetez les 500. Derrière, il faut rassasier votre demande acheteuse. Et donc, vous allez devoir aller chercher de l'offre vendeuse à 12,20 € pour avoir cette contrepartie des 200 actions qui vous manquent. Ce qui fait que vous avez acheté 500 actions à 12,15 € et 200 actions à 12,20 €. Et donc, vous avez la totalité des 700 actions qui sont achetées avec un prix de revient unitaire peut-être de 12,17 €. Okay. Voilà, l'ordre à seuil de déclenchement, c'est pas compliqué. C'est un niveau, soit à la hausse, soit à la baisse. Quand il est franchi, déclenche et lance un ordre au marché. Rien de compliqué. Après, tout dépend de la contrepartie. Troisième type d'ordre, l'ordre à plage de déclenchement, c'est un peu le cousin de l'ordre à seuil de déclenchement et il offre la possibilité de restreindre, si vous voulez, la gamme de prix à laquelle votre transaction peut être effectuée, une fois que le seuil finalement est atteint. Vous avez votre seuil à 12,20 €, le prix transperce votre seuil à 12,20 €, un ordre au marché est déclenché, mais vous dites, attention, moi je ne veux pas être exécuté au-delà de 12,30 €, 12,35 €. Votre achat est transmis à 12,20 €, mais vous dites attention, je ne peux pas être acheteur au-delà de 12,30 €, 35, 40, 45. Tout dépend de la plage de déclenchement que vous souhaitez avoir. Donc ça fixe finalement des bornes pour l'achat ou pour la vente et ça garde les caractéristiques de l'ordre à seuil de déclenchement, donc qui implique évidemment d'attendre que le niveau souhaité soit atteint, soit transpercé pour déclencher l'ordre au marché. Donc finalement, ça veut dire je ne passe pas d'ordre d'achat pour le moment, mais dès que la valeur de l'actif atteint un certain seuil, j'active mon ordre d'achat avec la condition que l'achat se fasse à un prix compris entre le seuil de déclenchement et une limite que je vais définir. Également, l'inverse, je ne mettrai pas d'ordre de vente tant que le seuil anticipé n'est pas atteint. Une fois que ce seuil est atteint, mon ordre de vente est déclenché, mais ne s'effectuera qu'au sein de la plage de prix comprise entre le seuil et la limite qui sera ici et définie de votre côté. Et c'est là où c'est très utile pour les gaps, puisqu'on disait tout à l'heure, l'ordre à seuil de déclenchement considère que le gap le transperce et donc vous allez être exécuté à l'ouverture. Okay, et donc ça peut être 2, 5, 10, 15, 20% plus haut que votre niveau de seuil que vous aviez prédéfini. L'ordre à plage de déclenchement, vous dites attention, on arrive sur ce niveau-là, je ne veux pas être déclenché et acheteur au-delà de tel niveau. Ce qui fait que si on ouvre sur le gap là-haut, vous n'êtes pas déclenché, ce qui vous permet de conserver toujours une très bonne gestion de votre risque et de ne pas rentrer en précipité, en FOMO, suite à un gap assez puissant. Passons maintenant à la pratique, encore une fois. Allons-y avec l'ordre à plage de déclenchement pour la pratique. Vous souhaitez vendre 600 actions à un seuil de 11,90 €, donc comme le seuil de déclenchement, mais cette fois vous mettez une limite à 11,85 €. Vous ne souhaitez pas vendre vos actions en dessous de 11,85 €. Donc ça tombe bien, à 11,90 €, il y a un ordre au marché qui est lancé. Vous arrivez à vendre 500 actions sur les 600 que vous avez en portefeuille, puisque la contrepartie est seulement de 500 actions. Par contre, vous avez à 11,85 € 700 actions
qui sont 700 des acheteurs qui sont à la recherche de 700 actions. Donc vous allez pouvoir liquider les 100 actions qui vous restent. Ce qui fait que vous avez vendu vos 600 actions entre les 11,90 et les 11,85. Donc votre limite a bien fonctionné. Il y avait la contrepartie nécessaire pour vendre vos 600 actions entre 11,90 et 11,85. Maintenant, admettons que sur ce cas-là, vous ayez toujours les 500 actions, donc les acheteurs qui demandent 500 actions à 11,90, c'est bien, vous liquidez les 500 actions. Par contre, à 700, ici, c'est plus 700 mais 50, vous liquidez 50, mais du coup, il vous reste 50 actions en portefeuille, puisque derrière, l'offre d'achat à 11,80 ne vous intéresse pas. Vous avez mis une limite à 11,85 et donc il faudra attendre que le prix revienne dans cette plage-là et qu'il y ait à nouveau de la demande acheteuse pour liquider les 50 actions restantes. Partons maintenant sur l'exemple numéro 2, l'inverse. Vous souhaitez acheter 1300 actions à un seuil de 12,15 €. Par contre, vous mettez une limite à 12,20 €. Tiens, ça casse 12,15 €, je ne veux pas être exécuté au-delà de 12,20 €. Vous êtes du coup à la recherche de 1300 actions, ça tombe bien, ici, à 12,15 €, vous avez 500 actions que vous pouvez acheter au marché. Vous les achetez, vous avez du coup acheté une partie des 1300, mais derrière, il faut acheter le restant de cette demande des 1300. Donc vous allez être acheteur de 700 actions à 12,20 €, ce qui va faire 1200 actions. Mince, il manque 100 actions. Comment ça se fait? Simplement parce que vous avez mis une limite. Moi, je ne veux pas acheter au-delà de 12,20 €. J'ai un ordre à seuil de déclenchement qui achète à partir de 12,15 €. J'achète au maximum à 12,20 €, donc je ne vais pas acheter cette offre vendeuse ici à 12,25 €. Il y a 1000 actions, mais moi j'ai dit j'en veux pas. Je veux absolument être exécuté entre 12,15 € et 12,20 €. Donc il vous manque 100 actions. Vous serez exécuté uniquement si le prix revient dans cette plage de prix et qu'il y a de la contrepartie. Okay, rien de compliqué, c'est comme l'ordre à seuil de déclenchement, sauf que vous mettez une limite à la hausse ou à la baisse en disant moi je ne veux pas vendre ou acheter au-delà de tel niveau. Ça permet d'être bien exécuté après une cassure et de ne pas avoir un slippage de 2, 3, peut-être plus selon la volatilité et la liquidité de l'actif. Dernier ordre dont on va parler, c'est l'ordre à court limité. Alors moi j'utilise très peu, mais parfois quand j'ai raté une cassure, ça me permet de rentrer sur un niveau de pullback éventuel. Donc c'est un ordre qui est souvent préféré par les investisseurs en raison de sa sécurité. En fait ça revient à dire j'achète seulement au prix maximum de temps ou je vends uniquement au prix minimum de temps. Et ça permet à l'investisseur d'être exécuté à partir du prix défini ou à un meilleur prix. Donc il y a plusieurs avantages ou inconvénients. Il vous permet de minimiser le risque d'acheter à un prix excessif ou de vendre un actif trop bas. Par exemple sur des actifs qui sont peu liquides, quelques ordres peuvent avoir un impact assez important sur le titre. C'est le problème des actifs illiquides. Quelques acteurs peuvent faire bouger fortement le marché. En utilisant un ordre limite, vous êtes sûr d'avoir une exécution qui soit presque parfaite. Maintenant, il y a des inconvénients et c'est l'inverse de cette sécurité, c'est le fait de ne pas être exécuté parce qu'il se peut, et souvent c'est le cas, que l'actif ne revienne pas vous chercher votre point d'entrée et votre ordre limite, et encore faut-il qu'il y ait de la contrepartie. Donc ça, c'est un problème et vous êtes dans la liste d'attente pour rentrer sur le marché. C'est un problème pour l'ordre limite, c'est cette considération, cette exécution qui n'est pas certaine. Alors que l'ordre marché, lui, on est certain d'être dans le marché, mais par contre, vous pouvez avoir du slippage. C'est tout l'inverse et l'intérêt de l'ordre au marché et l'ordre limite. L'un, on rentre obligatoirement sur le marché, mais on est souvent impliqué dans du slippage et on ne maîtrise pas notre point d'entrée, alors que l'ordre limite, on maîtrise notre point d'entrée, mais on n'est pas sûr de rentrer sur le marché. Donc l'ordre limite, c'est l'inverse de tous les ordres que je vous ai montrés juste avant. Les autres ordres rentrent au marché. Donc on va aller chercher de la contrepartie sur soit chez les acheteurs, soit chez les vendeurs. Là, vous êtes dans une position où vous attendez que votre prix, que le prix vienne vous chercher. Donc, pour l'exemple numéro 1, vous souhaitez acheter, admettons, 500 actions à un cours limité de 11,90 €.
Au lieu d'acheter comme un bourrin chez les vendeurs, vous allez attendre et vous placer au carnet à 11,90 € et vous allez avoir vos 500 actions, votre demande des 500 actions qui va être enregistrée. Alors, évidemment, il peut y avoir d'autres gens, il va y avoir d'autres gens avec vous qui vont vouloir ce prix-là. Donc, il y a un classement qui est fait en fonction de quand vous décidez de vous mettre au carnet. Donc, un ranking de celui qui s'est mis en premier versus le dernier. Donc, vous allez être exécuté pareil dans ce sens-là. Mais voilà, vous avez un certain contrôle du prix. Et si le prix vient chercher ces 11,90 € et qu'il y a suffisamment de contrepartie et pour exécuter vous, mais aussi d'autres personnes qui étaient éventuellement avant vous, eh ben vous serez exécuté de ces 500 actions à 11,90 €. Inversement, vous souhaitez vendre 700 actions à un cours limité de 12,20 €. Là aussi, vous contrôlez le prix à laquelle vous souhaitez vendre vos 700 actions. Vous dites, voilà, moi je veux vendre à 12,20 €, donc je positionne mon ordre à court limité de vente. Si le marché vient me chercher, je serai exécuté s'il y a suffisamment de contrepartie pour m'exécuter moi, mais aussi les autres traders qui ont potentiellement voulu le même prix d'exécution et qui sont potentiellement positionnés soit avant vous, ceux après vous on s'en fout, mais ceux avant vous vont être exécutés avant vous. Donc voilà pour l'ordre à court limité, c'est pas bien compliqué, c'est un ordre voilà, qui vraiment contrôle notre point d'entrée. Voilà, c'est terminé pour les exemples et les différents types d'ordres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis toujours open à y répondre. Un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. On essaye de casser les 50 likes sur cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Salut!